Bonjour à toutes et à monsieur. Dans une salle enchantée, je vous remercie de votre présence. Sinon, j'aurais été un petit peu seul. C'est pour ça que je suis là. Je suis très gentil. Vous allez m'aider à vaincre la célébrité légendaire à la gentille. Merci de votre présence à nouveau ce matin. Ça fait 3 fois pour le suite que j'interviens et il y a 2 mois maintenant, nous avons évoqué les contractuels avec la carrière de contractuels, tous les éléments qui nous permettaient de voir le recrutement des agents concessionnaires dans les collectivités locales et établissements publics. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur les fonctionnaires et l'évolution de carrière du fonctionnaire, et toujours sur le même principe, hein, vous m'interrompez quand vous voulez. Si vous avez des questions, surtout hésitez. Ça va dépendre de la question. Mais généralement, j'essaye d'y répondre avec Anne-Laure Larcher, que vous connaissez peut-être soit physiquement, soit de nom. Et j'excuse Mme Armelle Bivet, qui est malheureusement malade aujourd'hui et n'a pas pu être ici. Donc c'est moi qui vous vois la remplace, il a soufflé. Donc c'était un petit peu angoissé d'hier par rapport à cette présentation. Nous allons l'aborder sur une vraie thématique, on va reprendre un petit peu les généralités liées à la fonction publique, puisque tout va découler de ça. Puis on verra les lignes directrices de gestion, je sais que vous adorez, ça dépend. L'entretien professionnel, qui est un petit peu d'actualité, tout ce qui va être avancement d'échelons et de grades, et en dernier, la promotion interne avec un focus particulier sur les collectivités qui sont affiliées au centre de gestion, puisque on va avoir qu'il y a un certain nombre de règles à respecter et que les collectivités locales, malgré le principe de libre administration, ne font pas ce qu'elles souhaitent pour pouvoir promouvoir le cas échéant ces agents. On verra dans quel cadre réglementaire cela s'inscrit, on verra les évolutions qui sont portées par la Fédération nationale des centres de gestion pour pouvoir donner un petit peu d'oxygène aux collectivités territoriales. Donc, on va prendre, sauf si vous avez des questions en amont ou des points que vous souhaitez aborder en particulier. Non. Je reprends au point de vue des généralités la séparation du grade des emplois que vous connaissez tous. Un titre attribué à un fonctionnaire qui s'inscrit dans un cadre d'emploi. On verra ce que c'est qu'un cadre d'emploi. On verra ce que c'est un cadre d'emploi remis à un décret. Et on a un principe essentiel dans la fonction publique, c'est la distinction du grade et de l'emploi. Ça, on l'évoque assez régulièrement au niveau du conseil statutaire. La distinction du grade et de l'emploi, c'est à la fois une séparation et une corrélation. Une séparation car le fonctionnaire est titulaire de son grade, sauf procédure disciplinaire. On ne peut pas retirer le grade d'un agent, alors que l'emploi est à disposition de l'administration. C'est bien la collectivité territoriale, c'est bien l'employeur qui définit les emplois nécessaires au sein de sa collectivité dans le cadre de la politique publique qu'il veut mener. Donc, il y a une séparation, le grade il est propre à chaque agent, alors que l'emploi il est propre à chaque collectivité et établissement public, et donc à discrétion de l'employeur. Mais une corrélation, puisque à chaque grade correspond à un certain nombre d'emplois et de fonctions. Je ne peux confier à un agent que les missions qui sont référentes à son grade. Donc le grade, il y a un cadre d'emploi. Le cadre d'emploi, il y a un décret à chaque fois, à chaque cadre d'emploi, qui liste les missions qu'on peut confier à chaque agent en fonction de son grade. Donc le grade des fonctionnaires ne donne pas droit à occuper un emploi déterminé. Ce n'est pas parce que j'ai ce grade-là qu'on me doit d'eux. Par contre, l'administration est tenue de le nommer à un emploi compatible avec son grade. Ni en plus, ni en moins. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu parfois compliqué à gérer au quotidien. Tant que tout se passe bien, j'ai envie de dire, on ne tient pas compte, et puis le jour où on a une difficulté, c'est quelque chose qu'on je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y a eu un accident mortel à la piscine des Chartreux, un mur mobile qui était tombé sur un ouvrier. J'étais à ce moment-là au service juridique de la ville de Troyes, donc enquête préliminaire pour homicide involontaire. Déjà, rien que le terme, vous voyez quand même les plaintes. Et la première question du parquet, ça a été, est-ce que celui qui a suivi les travaux avait le bon grade? Autrement dit, est-ce que, eu égard à la complexité technique des travaux, vous pouvez confier la surveillance
un agent technique ou un ingénieur? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce qu'on était en conformité entre le grade et la fonction qui avait été exercée? Je vous assure que c'est la première question qui a été posée par le parquet. Donc là, ça va, c'est quelqu'un qui avait le grade d'ingénieur et eu égard au grade d'ingénieur avait la possibilité de suivre ces travaux-là. On peut avoir la même question en contentieux, quel qu'il soit, on va avoir un contentieux en marché public. On va demander, oui, mais la personne qui a géré les marchés publics, est-ce que c'était conforme à son cadre d'emploi? C'est différent si on confie un adjoint administratif à peu d'expérience ou un attaché en place. Donc c'est toujours très important de regarder grade par grade, cadre d'emploi par cadre d'emploi, les missions et les fonctions que je peux confier à un agent, en plus comme en moins. Et par rapport à l'évolution, donc ça c'est toujours quelque chose, les séparations du grade d'emploi, c'est quelque chose de structurel, on peut avoir une évolution conjoncturelle qui fait qu'on a une évolution de carrière dont on reviendra après petit à petit, notamment quand Anne vous évoquera la promotion interne. On est nommé sur un cadre d'emploi, un grade systématiquement d'ailleurs pour les fonctionnaires. Donc, normalement, chaque agent doit savoir à quel grade il appartient, à quel cadre d'emploi il appartient et il est à quel échelon. Lorsque l'on est nommé stagiaire avec une formation statutaire, la formation d'intégration, 5 ou 10 jours, c'est que certains mots en formation d'intégration, j'interviens assez régulièrement là-dessus. Puis on est titularisé. Une fois qu'on est titularisé, on avance d'échelon et l'avancement il est automatique. Au bout d'un certain nombre d'anciennetés, on passe d'un échelon à un autre. Donc, dans une ancienne collectivité, on est de remercier quand un agent a pas d'avancement d'échelon. Bon, on disait oui, je me suis beaucoup battu. Truc, ça. Mais en fait, j'avais pas le choix. Donc, voilà. Et quand on a un certain nombre de conditions d'ancienneté, et là, je reviens sur le décret propre à chaque cadre d'emploi, on peut avoir un avancement de grade, on peut passer au grade immédiatement supérieur. On a dit on peut et non pas on doit. C'est pas parce que j'ai un agent qui est promouvable qui doit être promu, parce que je reviens à la distinction entre le grade et l'emploi. Tout dépend de la collectivité a besoin d'un agent qui soit au grade supérieur. Et lorsque j'atteins le taquet des grades, il va falloir que je remonte de catégorie, donc que je change de cadre d'emploi et je recommence la procédure. Donc là, je peux très bien être en catégorie C. J'ai une promotion interne en catégorie B et je recommence. Sauf que, et on va rebondir sur les degrés, est-ce que si je suis catégorie C, ma collectivité a besoin de catégorie B? Je pourrais avoir la catégorie A, sauf que je n'en ai pas besoin. Donc l'agent qui était catégorie B au sein de cette collectivité, s'il voulait passer attaché territorial, il fallait qu'il change de collectivité, mais au moins la collectivité a été claire avec son agent. Non, je n'ai pas besoin de la catégorie A chez moi. Et lorsqu'on a le tableau de modification des effectifs, on ne dit pas je supprime un poste de catégorie C pour créer un poste de catégorie B parce que j'ai un agent qui a été promu ou qui a eu ce concours. Je supprime un poste de catégorie C parce que la collectivité a besoin d'un B et ça tombe bien, j'ai un agent qui est promouvable. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Ça peut être de l'écriture et c'est comme ça que ça se fait. On part du besoin de la collectivité et non pas de la position de l'agent. Et ensuite, on redémarre, stage. Alors quand vous êtes là et là, c'est à peu près le même stage. Vous pouvez demander des dérogations, puis titularisation, avancement d'échelon et avancement de grade. Donc chacun appartient à un cadre d'emploi et à chaque fois on insiste sur cette notion de fiche cadre d'emploi avec une filière, il y en a 8, administratif, technique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale, organisation, police municipale et pompiers. Une catégorie, catégorie A, catégorie B, catégorie C, vous donne, filière plus catégorie, le cadre d'emploi, et le cadre d'emploi vous donne le décret qui fixe les missions qui peuvent être confiées et les conditions que est-ce que vous savez quand est-ce que vous serez en fonction
que vous savez, vous pouvez anticiper dans le cadre des LDG pour pouvoir éventuellement passer. Donc, il y a des fiches cadres d'emploi qui existent sur beaucoup de sites de centres de gestion. On va essayer de les mettre. Je vais le faire hier, en fait, de monter ce centre de gestion. Mais je ne suis pas venu travailler. Ma fille a été malade la veille. Le fait qu'elle soit malade, c'est pas très grave, c'est juste qu'elle m'a empêché de dormir. Ça, c'est plus grave. Donc, je n'ai pas pu alimenter Internet. Mais dès cet après-midi ou lundi, on va essayer de mettre les modèles de documents, les fiches d'emploi, etc., pour que vous puissiez regarder ce qui se passe. Et on pourra regarder éventuellement les fiches d'emploi après, pour bien vous montrer que là, vous avez les règles, qui ne sont pas des règles qui s'appliquent à tout le monde. Donc, vous pouvez avoir, pour pouvoir une promotion, il faut 7 ans d'ancienneté dans tel échelon quand vous êtes catégorie B, plus, voilà. Et puis, quand vous êtes adjoint, il faut 8 ans dans le 6e échelon, donc il y a des conditions qui sont particulières à chaque cadre d'emploi. Donc, je ne peux pas donner de règles en général. À chaque fois, il faut regarder le statut particulier. Les lignes directrices de gestion qui sont amendées à cette notion d'emploi. Quels sont les métiers, quelles sont les filières, quelles sont les catégories dont la collectivité va avoir besoin dans les prochaines années pour que je puisse l'anticiper. Que la collectivité puisse l'anticiper et qu'il puisse également y avoir, et je regarde mes collègues de l'emploi, une anticipation au niveau des concours, au niveau des listes d'aptitude. Est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de rédacteurs dans les 5 prochaines années? Parce que si j'ai besoin de beaucoup de rédacteurs, il y a peut-être des postes qui vont être allés couvrir. Donc, le nombre de candidats qu'on va prendre va peut-être être plus important. Donc ça, il faut qu'on ait une perspective là-dessus. Et c'est pour ça que les LDG, c'est simplement quels seront vos besoins actuels, mais surtout vos besoins futurs en matière de ressources humaines en fonction des politiques publiques que vous voulez mener. Est-ce que demain, vous avez besoin de plus de gens dans la filière technique? Est-ce que demain, vous avez plus de besoin dans la filière sécurité, etc. etc. Ça, c'est propre à chaque activité. Il faut que les politiques publiques se traduisent au travers des lignes directrices de gestion. Donc, ça permet au maire, au président de préciser et de formaliser les orientations générales en matière de pilotage des ressources humaines. Vous aurez besoin de quoi dans les prochains, à un avenir assez proche, autour de deux champs d'application. L'emploi, quel type d'emploi vont être nécessaires? Est-ce que demain, vous avez besoin de quelqu'un qui soit spécialiste en urbanisme? Ça dépend, je ne sais pas, ça va dépendre de votre collectivité. Et au niveau de la carrière, est-ce que vous allez avoir des postes à proposer, le cas échéant, à vos agents en matière de promotion interne et d'avancement? Ce n'est pas une obligation. Je peux rester, si je veux rester dans ma collectivité, je peux être bloqué toute ma carrière. J'ai atteint le quatrième au niveau de mon grade, sauf que ma collectivité ne voit pas de poste de grade supérieur. C'est un choix tout à fait respectable, principe de libre administration des collectivités locales. Par contre, en transparence, il faudrait que les agents soient informés, notamment, je pense aux agents qui passent des concours ou des examens professionnels, et vous êtes catégorisé, vous l'avez, chouette, ah oui, sauf qu'il n'y a pas de poste dans la collectivité. Oui, mais je ne suis pas mobile géographiquement. Oui, je peux comprendre, mais du coup, vous avez un concours pour rien, parce que vous n'avez pas un droit de. Si je sais à l'avance s'il y aura des postes ouverts ou pas, là, ça peut déjà être plus intéressant. Donc, les LDG, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on arrive à c'est un peu la capacité de vous avez un agent dans votre service. Donc, normalement, ils sont établis avant le 31/12/2018 pour une durée maximale de 6 ans, qui correspond simplement à un mandat électif. De savoir quelles sont les orientations et très régulièrement, depuis 6 ans, je vais voir un petit peu ce qui se passe avec une saisie de pour avis du CT, du CST, du social technique, préalablement à la mise en œuvre. Et vous devez les communiquer aux agents pour savoir quelles sont les orientations possibles, comme je vous le disais. Et normalement, tous les ans, vous devez faire un bilan de la mise en œuvre. Je viens de dire normalement. Le rapport et le bilan que chaque collectivité doit faire. Voilà. Après, vous pouvez avoir une page qui s'appelle bilan. Hein. Tout le monde a un bilan. Parce qu'il y a des gens, c'était bien. Voilà, un truc qui s'appelle un bilan. Voilà, comme vous pouvez faire un bilan sur le RGPD, comme vous pouvez faire un bilan sur la déontologie, comme vous pouvez faire un bilan sur la qualité, comme vous pouvez faire un bilan sur les biosimilaires.
clients, tout en réduisant le nombre de fonctionnaires. C'est un peu paradoxal parce qu'il y a beaucoup de tâches et de procédures qui sont un petit peu longues, mais font moins de fonctionnaires. Donc, je ne sais pas exactement de l'écriture automatique, mais voilà. Donc, nous, on essaye d'aider au maximum en mettant des trames simplifiées à disposition des LDG, des collectivités, pour faciliter un peu l'écriture des lignes directrices de gestion, qui est simplement la formulation, soit de ce que vous faites déjà, soit de ce que vous voulez faire à l'avenir, avec la sécurité à l'avenir du comité technique. Quoi? Oui. Donc, ça va là-dessus? Non, après, ce qui est compliqué, c'est quand vous faites un avancement de gamme, une promotion interne sans savoir faire des LDG. Parce que ça peut bloquer le système. Donc, quand je vous la conseille, c'est un document qui s'appelle LDG. Après, ce qu'il y a dedans, ça c'est autre chose. Là, on fait un petit point au-delà. Donc là, les LDG, c'est la collectivité territoriale et c'est le niveau de la prospective en matière de. Et vous allez être, où vous êtes déjà, en entretien, en période d'entretien professionnel. Nous, on va le faire assez rapidement. Mais vous allez avoir juridiquement un entretien professionnel qui a été normé il y a quelques années. Auparavant, ça n'était pas. Ce qui était obligatoire, c'était la note, ce n'était pas l'entretien. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'entretien qui est normé. Pourquoi? Parce que, notamment, il y a eu beaucoup de contentieux en matière de régime indemnitaire. Et de maintenant, on veut une obligation qu'à obligatoire. Parce que le régime indemnitaire, jusqu'à ce qu'on mette en place sur l'ICET, était juridiquement une gratification en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. C'est comme ça que ça a été défini par le texte. Donc, quand quelqu'un se considérait lésé par son régime indemnitaire, considérant que ça ne reflétait pas sa valeur professionnelle, quand il allait devant le juge est un petit peu dépourvu en disant qu'est-ce que j'ai comme moyen pour regarder s'il y a une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent. Il n'y avait pas de moyen, puisque même l'entretien n'est pas formalisé. Donc, le législateur est intervenu pour dire au moins que dans le cadre de contentieux potentiels, je puisse avoir des documents fiables, je vais normaliser, formaliser l'entretien professionnel avec, comme vous le savez, des documents qu'il faut remettre à l'avance, un délai de convocation, un entretien avec un certain nombre de critères, avec un délai ensuite pour faire part de ses remarques, avec un compte rendu qui est obligatoire, et simplement pour avoir un document express qui permette d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent pour que le juge puisse éventuellement se prononcer sur une erreur manifeste d'appréciation. Après, c'est aussi un outil de management et d'organisation des services. C'est là où on va avoir un temps privilégié pour pouvoir discuter de ce qu'on souhaite faire ou de pouvoir expliquer une organisation. L'opportunité de faire un bilan et d'envisager de nouvelles perspectives. Et c'est là que l'agent peut vous demander quand est-ce que je serai promouvable, est-ce que je suis promouvable, pourquoi je ne suis pas promu, est-ce que vous envisagez des postes à moyen et court terme selon le cadre d'emploi supérieur. C'est à ce moment-là que ça peut se faire avec un dialogue qui est construit et structuré afin que et un mode d'appréciation de la valeur professionnelle qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on met en place des critères. Selon les cadres d'emploi, selon les métiers, selon les fonctions, ce n'est pas toujours facile de mettre des critères. Et l'obligation, c'est de faire ça pour avoir quelque chose qui soit à peu près objectif. Il est conduit uniquement par le supérieur hiérarchique direct, le supérieur hiérarchique direct, donc c'est un face-à-face, on peut faire deux évaluateurs avec un évalué. Et comment on évalue le supérieur hiérarchique direct? Là, on va être sur le faisceau d'indices. On va regarder l'organigramme, qui donne les directives, qui valide les prix, etc. Sinon, c'est un motif pour faire annuler un entretien professionnel. Il n'existe pas conduite de forme, puisqu'il n'a pas été conduit par la bonne personne. Et il donne un lieu à un compte rendu que l'évaluer, que le cas échéant, amender, il y a 15 jours pour le faire, voire contester. S'il ne conteste pas, il est d'accord. Par contre, après, dans le cas d'un contentieux, ça peut être compliqué de pouvoir contester une évaluation telle que rédigée.
Donc pour les titulaires, c'est une obligation. Donc on a des trames d'évaluation qui existent, qui sont transmises, qui vous sont transmises, et pour lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire vos entretiens professionnels. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, si, quand tout se passe bien. Par contre, le jour où on va aller sur un conseil de discipline, le jour où on va aller sur quelque chose, il faut bien comprendre d'avoir quelques éléments dans l'entretien professionnel. L'agent ne satisfait pas à ces obligations. Ah oui, mais c'est écrit. On a déjà eu des conseils de discipline et quand on regarde l'entretien professionnel, très bon agent, et alors, ouais, mais du coup, l'entretien professionnel qui est normé, l'évaluateur a dit que c'était un très bon agent et maintenant vous n'en voulez plus. Il faut faire un peu de courage quand vous êtes manager et savoir dire en entretien en tête à tête, non, ce que vous faites, ça ne me satisfait pas, que ce soit du problème disciplinaire comme de l'insuffisance professionnelle. À ce moment-là, c'est formalisé. Vous avez demandé de faire ça, vous avez parlé. Là, c'est comme ça, c'est formalisé. C'est pour ça que ça ne doit pas être improvisé, ça doit se préparer à l'entretien professionnel, tant côté évaluateur que côté évalué. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un estaminet autour de quelques rituels, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a eu une convocation. Et donc c'est très important là-dessus. Quelques remarques sur l'agent stagiaire. Il y a un suivi régulier avec une fiche d'évaluation. Donc, ce n'est pas véritablement l'évaluation de l'entretien professionnel tel que prévu par la norme. Par contre, vous devez avoir quand même régulièrement quelque chose de formalisé pour suivre le stagiaire avant la titularisation, notamment si vous prorogez ou si vous ne titularisez pas quelqu'un. Il faut avoir des éléments factuels qui sont retranscrits dans l'entretien professionnel. Et sur les agents contractuels, l'entretien professionnel a été étendu dès lors que vous êtes sur un emploi permanent et un CDI ou un CDI supérieur à 1 an, par principe de parité entre les contractuels et les titulaires. Et là aussi, je ne renouvelle pas un CDD, par contre je recrute, je ne supprime pas le poste, là on pourrait également demander à pouvoir être justifié. Quelques cas particuliers, les agents placés en maladie. Il n'y a pas de minimum de présence. On va regarder si la personne est absente, pour moi, sur les deux, ça va être difficile de l'évaluer. Mais bon, on peut quand même faire au moins un entretien professionnel pour l'acter. Si l'agent ne peut pas être là, voilà, il n'y aura pas d'entretien professionnel. On ne peut pas revenir quelqu'un des congés maladie, on devait organiser une visio, etc., pour pouvoir avoir l'entretien professionnel. Sur l'agent détaché, c'est la hiérarchie du monde de la collectivité d'accueil. Alors, la collectivité d'origine reçoit copie de ce compte rendu, notamment pour le dossier. Par contre, c'est la collectivité d'accueil qui est le mieux à même de pouvoir évaluer la valeur professionnelle d'un agent. C'est pareil pour la mise à disposition, c'est toujours le supérieur hiérarchique de celui qui donne les ordres, celui qui donne les instructions, qui est le mieux à même de pouvoir l'évaluer. On a 2 cas particuliers, je ne sais pas si on en a beaucoup, mais ça peut exister. L'agent pluricommunal, c'est-à-dire celui qui a 2 grades distincts au sein de la même collectivité. À la fois agent administratif et agent technique. Donc ça existe. Ça existe, c'est des choses que moi, je ne sais pas trop. Je trouvais ça un peu incongru, mais ce n'est pas impossible. Donc on a quelques éléments en tête, puis la personne, elle apprend X% de son temps agent administratif et X% agent technique. Ça existe justement pour se conformer à la séparation du droit des emplois. J'ai eu le cas d'un agent d'animation qui, au final, faisait plus de ménage que d'animation en tant que tel. Parce qu'on considérait qu'un agent d'animation qui faisait un peu d'entretien, c'était normal. Et la part d'entretien, elle est montée, la part d'animation, elle a baissé. Donc la personne a dit, oui, mais eu égard à mon cadre d'emploi, je suis agent d'animation, donc le fait que vous demandez dans l'entretien toute la journée, c'est pas tout à fait légal. Dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 2 grades distincts. Vous avez un grade d'agent d'animation, et l'autre un grade d'agent public. C'est forcément dans la même collectivité. Sur l'agent pluricommunal, sinon un agent intercommunal. Là, c'est la même chose, sauf qu'on est sur plusieurs collectivités. Il peut avoir plusieurs carrières. Exactement. On peut avoir des carrières parallèles. Et un peu parfois complexe. Hein. J'aime pas ce genre de situation. Hein. Je suis assez basique, donc voilà. À chaque fois, il y a un raisonnement à avoir. On va vraiment presque considérer qu'il y a 2 agents distincts. Donc, quand vous voulez mener
procédures sur l'un, faut pas, voilà, donc c'est assez compliqué. Mais les agents pluricommunaux, les agents intercommunaux, c'est pas le plus simple à gérer, hein, sur différents aspects. On en a quand même quelques-uns. On a quelques-uns. Oui. Plus des intercos que des pluricommunaux, mais oui. J'en ai deux exemples en tête, en fait. Mais peut-être d'autres. Et quand même, on refuse de faire une évaluation. Si c'est supérieur hiérarchique direct, c'est sa responsabilité qui sera en cause, c'est-à-dire qu'après, il ne pourra pas mettre en valeur son valeur professionnelle. Bah non, vous marquerez que refus de l'autorité territoriale de procéder. Comment? En saisissant la CAP. Après, on se. Alors, tu peux me permettre, déjà, les refus d'entretien, je sais, mais moi, c'est une obligation légale. C'est comme s'il disait, je refuse de voter le budget. Non, vous ne pouvez pas. Alors, moi, je vais être très lâche, comme à mon habitude. Le centre de gestion, nous, on gère les agents publics. Là, c'est pas pour, je sais pas si on est. Pardon. Excusez-moi, mais élu, c'est être employeur, mais, excusez-moi, c'est pas forcément la formation initiale pour cet employeur. Il y a beaucoup de normes qui existent, c'est pour ça que c'est pas de la fleur d'ormeil, mais je ne rejette pas la pierre. Parfois, c'est simplement que je n'ai pas eu tel type d'information. Est-ce que je veux dire? Vous assumez une responsabilité d'employeur, alors que finalement, vous avez juste été élu pour des missions de service public. Et toute la mécanique, toute la procédure administrative, c'est très bien qu'il y ait deux élus, parce que c'est rare que j'en ai. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément un mauvais escient. Enfin, en gros, je ne vois pas l'intérêt, même si personne ne l'explique. Après, je dis, il y a la NF, il y a d'autres choses, mais moi, je ne peux pas intervenir auprès des élus. C'est ça que je veux dire. Le centre de gestion, c'est sur la fonction publique territoriale. Moi, si demain, on me dit faut faire une journée d'information aux élus, je serais ravi. Vraiment, ce n'est pas mes compétences. Moi, je vous donne juste des informations. Après, ça méritera des élus, de temps en temps, d'avoir, peut-être pas des formations, mais moins des journées dans lesquelles on dit, bah voilà, le maire employeur, sa responsabilité, c'est ça, ses obligations, c'est ça. Parce que quand on se présente devant le suffrage universel, on n'était pas au courant de tout ce qui incombe au maire en tant qu'employeur. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué. Je dis que ce n'est pas une mauvaise décision. Et je ne peux pas, on ne va pas vous donner les éléments normatifs. Oui, c'est une obligation. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Mais c'est un sujet qu'on a sur d'autres points beaucoup évoqué. Et c'est vrai que la question du maire employeur, c'est vraiment une question essentielle. Après, il y a supérieur hiérarchique direct, etc. Gardez votre trace en disant j'ai demandé l'entretien professionnel et je n'ai pas eu. Et après, vous pouvez rendre à ce qu'elle fait et vous pourriez faire un recours pour vous dire que vous n'avez pas eu l'entretien professionnel et que ça vous a fait un préjudice. Après, c'est un recours pour notre collectivité, je conviens. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top, je conviens. Mais voilà, c'est des choses auxquelles, à un moment, on arrive à la limite de l'exercice. Et après, on pourrait éventuellement aller à partir du 1er janvier en médiation préalable obligatoire, puisqu'on pourra considérer que le refus d'entretien individuel est favorable. Et à ce moment-là, un médiateur, je l'ai dit la dernière fois, peut venir. Alors, le médiateur, ce n'est pas un contentieux, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un président tribunal. C'est une personne qu'on est actuellement en recrutement, soit en vacation, soit en prestation, et qui simplement mettre les deux en relation. Et avoir une tierce personne qui vienne en disant je suis obligé de faire un entretien professionnel parce que ça peut créer un préjudice pour notre agent. Et comme ça lui crée un préjudice, ça peut ensuite se retourner vers vous. Mais là encore, si on n'a pas cette pédagogie, je ne vois pas comment on peut l'inventer ou la deviner. Mais moi, dans ce cas-là, si je pourrais vous répondre, c'est à partir du 1er janvier, médiation préalable obligatoire par le biais du centre de gestion. Alors, ça allait contre le maire. Non, médiation. Oui, non, mais je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Je sais. Mais il va y avoir une distinction entre l'élu qui n'est pas forcément au courant des enjeux et l'élu qui volontairement ne va pas le faire. Sinon, vous le prérapissez, vous le faites signer. Hein.
Signez, je remplirai après. Donc oui, c'est normé, et je vous dis, ça fait partie de ce que vous avez, les procédures administratives de plus en plus, excusez-moi, de plus en plus lourdes, de plus en plus contraignantes, de plus en plus, c'est pas vraiment un métier. Donc, sous appréciation, à la mer, je vous écris, parfois ça suffit. Je peux faire des notes juridiques, même ça de temps en temps. Quand j'ai bloqué une situation, je vais dire que vous savez. Donc ensuite, une fois que l'entretien a été fait, notification du compte rendu à l'agent, 15 jours francs, il peut y avoir une demande de révision auprès de l'autorité territoriale. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit en entretien professionnel. Ça ne reflète pas ce dont on est convenu, etc., etc. Réponse de l'autorité territoriale, rejet ou acceptation, et ensuite saisie de la CAP et de la CCP qui propose à l'autorité territoriale la révision commune. Et c'est pour ça que je vous disais que je vous demande de procéder à mon entretien professionnel. Non, je suis obligé de saisir la CAP. Après, ce que je vous dis, je ne donne pas un cours de management, de relations élu-fonctionnaires. Moi, c'est simplement des éléments normatifs et juridiques. Voilà comment ça se passe. Si on vous refuse votre entretien professionnel, vous devriez être obligé de saisir la CAP parce que c'est un droit pour vous et ensuite de vous faire des tests. Ensuite, il y a une décision est notifiée à l'agent et le compte-rendu d'entretien peut être contesté par l'agent devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification parce que c'est du coup un acte créateur de droit que l'on paye à un agent. C'est pour ça que j'insiste là pour rebondir sur le juste en 2015. C'est pour ça juste en 2015. On ne peut pas chercher en justice au motif de l'entretien professionnel. Donc il y a peut-être encore des élus, voire des agents, des chefs de service, des directeurs qui sont restés dans la philosophie de 2015, que j'ai connu aussi, bien évidemment, où l'entretien professionnel, c'était un petit peu par-dessus la jambe. En 2015, l'initiateur a intervenu en disant non, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose d'obligatoire, on doit le faire. Donc, on doit le faire. La notification du compte rendu à l'agence, à la signature de l'agent ou après la signature du maire? Après la signature du maire. De l'autorité territoriale. D'accord, parce que nous, on fait une première notification quand l'agent signe, il y a 15 jours pour signer, et après, on renvoie au maire. C'est dès lors que c'est exécutoire, donc signé par l'autorité territoriale, juridiquement l'employeur. D'accord. Donc la notification à l'agent, il y a une obligatoire. Oui, bah oui. Ah oui, oui, avec une preuve. Donc l'original de l'entretien doit être mis à l'agent. Bien sûr. Et son évaluateur garde une copie. Il faut savoir. Dans le dossier. Exactement. Tout à fait. Si je veux voir le dossier, je dois trouver l'entretien professionnel. Ah d'accord, c'est ça. Ah oui. L'original à l'agent. Pour pouvoir le contester, donc la gens. Si vous faites c'est pas très grave, mais normalement, c'est comme ça. On n'a pas le retour de ces entretiens professionnels. Ah bah, il faut, comment vous pouvez, il faut heureusement. C'est une fois, je me souviens, pour l'avoir fait dans une famille, c'est passé une moment. Mais non, bien sûr, on doit vous notifier quand même. Ah, bien sûr. Et moi, si je vais dans mon dossier, normalement, je dois retrouver les entretiens professionnels quand ils ont été faits. Oui. Je crois qu'on quand on envoie de ces documents, on pourra rajouter une note. On peut rajouter une note. C'est vrai que quand on vous envoie les mails en fin d'année avec les trames pour faire les entretiens, ça a déjà été envoyé voilà, cette année, on vous met une petite note explicative dans le corps du mail, mais c'est vrai qu'on pourrait en mettre beaucoup plus, ou alors des années, Ouais. On vous envoie un lien les autres années sur le site avec une fiche explicative sur l'entretien professionnel, mais c'est vrai que là, cette année, c'était un petit peu particulier parce qu'on a un tout nouveau site et on n'a pas encore tout mis dessus. Et tout va être accessible direct ou il va nous falloir un code d'accès? Tous les modèles d'arrêté, ce sera accessible librement. D'accord, c'est pour ça je devais le faire hier. Non, mais c'est pas grave, non, en fait, mais ça se fera petit à petit. Et ce qu'on a dit avec alors également avec les collègues de la d'emploi,
c'est qu'on préfère l'alimenter petit à petit, mais que ce soit bien classé. Alors que moi, je pourrais très bien, tout ce qu'on a sur le réseau, tout balancer. Un bloc, chercher de lister. Non, je vais faire un truc carrière, un truc un petit Par peu thème. carrière, puis au sein de la carrière, contractuelle, titulaire, puis au sein des pour que ce soit une arborescence qui soit efficiente. C'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps. C'est vraiment sur l'organisation du dossier, les modèles de documents, les données juridiques, les données juridiques. On s'y retrouve un petit peu. Plus, voilà, moi aussi, je travaille beaucoup avec d'autres centres de gestion, puisqu'on a aussi des missions qu'on fait tous pour qu'on va fouiller un petit peu d'optimiser tout ça en disant si vous travaillez sur un sujet. Moi, je travaille sur un autre, hein, je sais pas ça va, et puis on est en train de travailler là-dessus. J'ai dans des centres de gestion, il y a un agent qui nous fait des modèles qui est employé que pour faire des modèles de documents. Bon, bah, si je peux récupérer une partie de son travail et qu'inversement, moi, je peux leur donner autre chose, voilà, ça sera voilà, peut-être plutôt être sur des analyses particulières. Quand je travaille sur le complètement traitement du secteur de la santé, etc. Donc, il y a des collègues qui ne travaillent pas dessus tant que moi, je suis encore en cours d'études. Donc, voilà, je voulais faire hier. Et puis, voilà, les aléas de la vie sont Non, ce sera pour autre chose. Tout ce qu'on pourra mettre en ligne, ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire tout ce qui est communicable, sera libre d'accès, il n'y aura pas de code, tout le monde pourra y aller. Après, l'extranet. Oui. Il y a un code d'accès que je progresse. L'extranet, ce sera plus pour quand il y a des commissions pour récupérer les dossiers. Pour, ouais. Le public n'a pas à avoir tout ça. Par contre, vous, vous voulez. En fait, je crois que on a travaillé avant-hier. Les anciens codes existaient. Oui. Il faut voir si on les renouvelle ou pas pour qu'on puisse vous envoyer tout un bloc. Il y a l'intranet, l'extranet et l'internet. C'est le seul mot que je vois. Donc voilà sur l'entretien professionnel. Oui, c'est moi. C'est moi? Oui, si, c'est moi. Oui. Moi, je reste assise, par contre. Comme tu veux. Donc, je vais vous refaire un petit point sur les avancements d'échelon. Donc, ça va être très rapide parce que ça, c'est quelque chose qui est assez simple et qui revient souvent. Donc, c'est une évolution de la rémunération au sein de la même échelle indiciaire. Le public concerné, donc les fonctionnaires, stagiaires et titulaires. Et donc, l'avancement d'échelon est automatique. Donc, il correspond au passage d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur et, bien sûr, dans le même grade. Et il a lieu de manière continue, ce qui exclut toute possibilité de saut d'échelon. Voilà. L'avancement d'échelon est accordé en fonction de la seule ancienneté. Donc, vous avez peut-être l'habitude, ce genre de petite grille, donc une couleur par catégorie, et il suffit de se référer au tableau. Vous avez en la dernière ligne du tableau le nombre d'années d'ancienneté à respecter pour pouvoir passer à l'échelon suivant. Ensuite, l'avancement de grade. Donc l'avancement de grade correspond à une évolution de carrière, mais cette fois-ci pour accéder à un niveau de fonction supérieur. Les bénéficiaires, donc les titulaires exclusivement. Et comme Aurélien l'a dit tout à l'heure, donc l'avancement de grade n'est pas automatique. Il est soumis à la détention de conditions individuelles prévues par les statuts particuliers. Donc pareil, si vous avez un doute, vous vous référez au décret du statut particulier correspondant et vous avez le détail des avancements et des reclassements. Donc l'avancement de grade, par contre, là, est lié à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est pareil, c'est l'employeur qui décide au vu de son besoin de faire avancer en grade un agent qui a les conditions. Donc pour les catégories A et B, c'est un tableau de correspondance que l'on retrouve dans les statuts particuliers. Et pour les catégories C, c'est un décret spécifique
ainsi que pour les agents de maîtrise, mais ça, il va y avoir encore des petites modifications, ça va encore changer l'année prochaine. Voilà, donc la procédure. D'abord, la collectivité doit fixer les ratios. Généralement, toutes les collectivités sont à jour là-dessus et pour faciliter les choses, généralement, pareil, c'est du 100% partout pour tous les grades, pour tous les emplois. Ensuite, les fameuses LDG, donc qui déterminent l'organisation de la collectivité. Troisième point à suivre, donc c'est le tableau annuel d'avancement de grade. Donc ça, c'est un petit document. Vous pouvez faire un acte par grade. Par exemple, si vous avez plusieurs ATSEM qui bénéficieraient d'un avancement de grade, vous pouvez noter plusieurs noms dans ce tableau-là. Mais par contre, cet acte-là, il est unique. Il n'y en a qu'un par an. Donc si l'agent n'est pas inscrit dessus, il va falloir attendre l'année prochaine. Voilà. Ensuite, bien évidemment, créer l'emploi au tableau des effectifs et prendre l'arrêté d'avancement de grade. Pour rappel, hein, depuis plusieurs années maintenant, pour les avancements de grade, il n'y a plus besoin de déclaration de vacances d'emploi. Pardon ? L'assignation peut intervenir avec une date antérieure. Alors, la nomination dans le nouveau grade peut être faite à partir du moment où les LDG sont fixés, donc ça ne peut pas être avant. Ça ne peut pas être avant non plus que le grade soit créé au tableau des effectifs. Généralement, on préfère que l'inscription au tableau annuel soit faite avant la nomination, parce que c'est logique qu'on nomme un agent qui est nommé au tableau. En comparaison, on peut prendre la liste d'aptitude, si vous voulez. On attend que l'agent soit sur la liste d'aptitude pour être nommé après. Voilà. Mais ça peut pas être... on peut pas... Oui. Le tableau de nomination? Oui. On a une colonne avec la date. Oui. Le tableau des validés, mais la date, elle peut intervenir dans l'année, mais avant ou après le tableau. Oui. Alors maintenant, un petit point, j'allais dire, mais non, on va insister un petit peu plus sur les promotions internes. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la promotion interne correspond à une évolution de carrière, mais cette fois-ci en changeant de catégorie. Donc, en accédant à un cadre d'emploi supérieur, elle permet d'accéder à un niveau de fonction et d'emploi plus élevé et elle est généralement accompagnée de fonctions d'encadrement. Les personnes concernées, donc les fonctionnaires titulaires. Et concernant la particularité, donc la promotion interne n'est pas automatique. Elle est soumise à la détention de conditions individuelles obligatoires et prévues par les statuts particuliers, comme l'ancienneté d'un grade, les formations, exercer certains types de missions, etc. Et elle est également liée à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. Donc la promotion interne a lieu une fois par an. C'est pas comme les avancements de grade qui peuvent avoir lieu tout au cours de l'année. Là, il y a une date fixée. Donc la procédure, le CDG calcule le nombre de postes qui peuvent être ouverts à la promotion interne par grade. Ensuite, les collectivités montent le dossier et le déposent. Ensuite, nous, des réceptions, avec ma collègue Armelle, on étudie les dossiers et on établit un premier classement que donc Monsieur le Président, Monsieur Blasco, assisté des représentants élus, vont étudier pour pouvoir donner une autre note, la note finale. Et ensuite, cela donne le classement et nous pouvons établir les listes d'aptitudes. Et donc après inscription sur les listes d'aptitudes, la collectivité
créer l'emploi au tableau des effectifs et peut nommer son agent après avoir effectué une déclaration de vacances d'emploi et en ayant bien sûr respecté les délais de publication. Alors, les quotas, comment ça se passe pour déterminer le nombre de postes ouverts? Je sais que c'est une question assez... Donc, le nombre de postes ouverts en promotion interne dépend du nombre de recrutements intervenus l'année précédente. Donc, les recrutements dans le cadre d'emploi par voie normale. Par voie normale, on entend tout ce qui est mutation externe, détachement, intégration directe externe ou nomination suite à la réussite d'un concours. Donc voilà, une fois que le nombre de recrutements est déterminé, les quotas prévus dans les statuts particuliers s'appliquent. Donc en général, il y a un poste ouvert pour 3 recrutements. Mais certaines années, on n'a que 2 recrutements ou encore moins. Donc pour essayer d'ouvrir des postes dans le grade, on va appliquer une règle alternative, donc prévue notamment pour les catégories A et B, qui consiste à appliquer un quota de 5% des effectifs fonctionnaires en position d'activité ou de détachement. Voilà. Donc, ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application de la règle qu'on a vue plus haut. Pardon, excusez-moi. Vous avez deux calculs possibles, notamment pour les A et les B qui sont en promotion interne par principe. C'est soit je vais regarder les recrutements internes externes. Il faut savoir qu'un recrutement entre 2 collectivités qui appartiennent au même centre de gestion ne vont pas. Autrement dit, si j'ai un agent qui part de la ville de Troyes vers, je sais pas, Sainte-Savine, ça compte, parce que la ville de Troyes n'est pas affiliée au centre de gestion. Et si c'est un agent qui est proche en pleine métropole qui va à Sainte-Savine, ça compte pas, parce que TCL est affilié au centre de gestion. Donc, c'est pour vous dire que, finalement, si on tient compte de cette règle-là, on n'a pas beaucoup de postes ouverts. Donc, on fait ce calcul-là, on regarde pour les A et les B la règle des 5%, et on prend le quota le plus important, celui qui nous permet d'ouvrir le maximum de postes. Quand il y a maximum, il n'y en a pas beaucoup. Ça va Anne-Laure va vous donner les statistiques derrière. Et quand vous avez, je ne sais pas, 40 dossiers et 2 postes, ben vous allez faire 38 mécontents. Je le sais. Parce que, par principe, et je peux le comprendre, si un employeur, si une collectivité présente un agent, ça veut dire qu'il estime que cet agent dispose des compétences pour être promu. Donc, en fait, j'ai 40 agents compétents. J'ai 40 agents avec des bons dossiers. Et donc, la différence, finalement, elle ne va pas se faire véritablement sur les compétences, mais sur les critères qu'on va dire après. Est-ce que l'agent a suivi ses formations? Est-ce que l'expérience? Parce qu'il va y avoir un nombre de points qui vont être attribués. Ça, c'est le cas depuis certaines années. C'est-à-dire qu'on a objectivé, là aussi, des promotions internes. Et j'ai l'habitude de faire ce parangonnage un peu audacieux, de dire c'est presque comme un marché public dans lequel vous mettez des critères d'évaluation. Et vous savez qu'en marché public, vous pouvez mettre 20% sur le prix et 80% sur la valeur technique, ou 80% sur le prix et 20% sur la valeur technique, peu importe, où va être votre marge d'appréciation. Et en fonction de ça, ben, vous avez un nombre de points requis et vous prenez le bilan. Donc, nous, on fait cet effort-là chaque année. En plus, nous, on doit faire abstraction du fait qu'on connaisse ou non l'agent, parce qu'il y a des noms, bah oui, on connaît, il y a des noms qu'on ne connaît pas, donc ça, on fait abstraction pour avoir une vision objective. Mais je peux vous assurer que chaque année, c'est vraiment le cas en disant, oui, on va faire beaucoup plus de mécontents que d'agents satisfaits. Mais à un moment donné, voilà. Et après, je redonne la parole à Anne-Laure, mais je parle trop, je le sais. Il y a une action qui est actuellement menée par la FNCDG, je crois que le Jura est en tête de ça, pour essayer d'interpeller les parlementaires pour libérer un peu les quotas, de façon à améliorer l'attractivité des collectivités. On a de plus en plus de mal à recruter. Et quand vous avez quelqu'un qui dit, ouais, mais ça fait 30 ou 35 ans que
je suis promouvable et que je n'évolue pas, ça n'encourage pas à y aller. Donc, on voudrait éventuellement que les parlementaires prennent le sujet. Je crois que le ministère a été interrogé l'année dernière, il a donné une fin de non-recevoir. Une nouvelle action qui est menée par la FMCDG pour dire on est d'accord pour qu'il y ait des quotas, par contre, il faudrait les libérer un peu, presque on se met d'accord. Donc, le retour qu'on a du ministère, c'est oui, mais si vous ouvrez les quotas, il y aura plus d'agents promus, mais ça va créer de la dépense publique. Bah oui. Et du coup, nous, comme on veut baisser la dépense publique, du coup, bah non, en fait, on serait plus à limiter les quotas. Mais ça pose un gros souci d'un point de vue constitutionnel, c'est le principe de libre administration des collectivités territoriales. Les employeurs sont libres, devraient être davantage libres de dire, voilà, je promeux tel agent, j'ai confiance que par sa rémunération, ça va augmenter, mais c'est mon choix en tant qu'élu local, je veux dire là-dessus. Et donc, il y a une action, il y a une lettre qui a été envoyée à tous les parlementaires pour essayer de libérer les quotas, parce que là, c'est un message que je passe. Croyez-moi que ça s'impose à vous comme à nous. Hein. Nous, quand on a des fois un poste, deux postes, quand il y a trois, on est heureux. Quand il y a trois postes, on était contents cette année, oui. C'est la fête. Il y a combien de dossiers? 50. Oui. Donc voilà. Mais là aussi, on essaie de faire preuve de pédagogie en disant c'est pas le centre de gestion qui ne veut pas, c'est pas le centre de gestion qui est méchant, c'est pas le centre de gestion qui veut mettre des bâtons dans les roues, c'est juste qu'il y a des choses qui s'imposent à nous. Je te laisse continuer après ce bref appel. Et un petit point donc sur les catégories C. Donc en catégorie C, la promotion interne possible, c'est pour agent de maîtrise et il n'y a pas ce type de calcul ni de quota, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, il y a deux possibilités pour accéder au grade d'agent de maîtrise, soit avec examen, soit sans examen, par promotion interne. Et généralement, toutes les personnes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de formation de professionnalisation sont inscrites sur la liste d'aptitude. Donc, voici les critères retenus par dossier. Donc, ces critères ont été déterminés lors de plusieurs réunions d'études avec des représentants élus et des représentants syndicaux. Donc, comme vous pouvez le voir, le dossier est axé sur deux parties essentiellement. Donc, les acquis de l'expérience professionnelle sur 53 points maximum et la valeur professionnelle sur 57 points maximum. Ensuite, le jour de la réunion, l'autorité territoriale, donc en l'occurrence, pas territoriale, pardon, Monsieur le Président, Monsieur Blasco, ainsi que les représentants élus, attribuent une nouvelle note sur 15 points. Donc, quand on détaille un petit peu, donc on va reprendre tout ce qui est ancienneté de acquise dans la fonction publique. La position dans le grade, l'évolution dans la carrière. Si par exemple une personne est proposée au grade d'attaché, là, dans l'évolution de la carrière, on va reprendre par quel biais elle est arrivée en catégorie C, comment elle a évolué en catégorie B, etc. Tout ce qui est avancement de grade, promotion interne, passage de concours, examen. Présentation au concours aux examens, donc là ça va être tout ce qui est dans la catégorie du grade de promotion interne, pas les anciens. Par exemple, une personne qui propose un dossier au grade de rédacteur, ça va être toutes ses tentatives au concours de rédacteur. On ne va pas tenir en compte dans cette partie-là de si elle a réussi le concours d'agent de maîtrise ou quoi que ce soit, d'adjoint administratif. Et enfin, donc, formation tout au long de la carrière. Donc, si vous partez de temps en temps au CNFPT ou même ailleurs, parce que maintenant, on peut requalifier les formations pour qu'elles soient prises en compte. Et donc, par contre, sur ce point, la formation tout au long de la carrière, c'est en dehors des formations obligatoires. Vous savez que vous avez 2 ans minimum de formation obligatoire à faire tous les 5 ans. J'ai dit quoi? 2 ans. Oui, 2 jours, pardon. 2 jours à faire tous les 5 ans. Sinon, on ne vous voit plus dans les communes.
Et donc l'autre point, donc la valeur professionnelle. Donc on va regarder les fonctions que l'agent occupe actuellement. S'il a des fonctions d'encadrement, s'il exerce une activité annexe. Lors de présentation du dossier, ça c'est la collectivité qui détermine au moment de faire le dossier. Et enfin, domaine de compte-rendu d'évaluation. Là, vous voyez, c'est une très grosse partie. Les 30 points, ce sont les critères et les cases que l'on retrouve dans l'entretien professionnel. Donc, comme disait Madame tout à l'heure, s'il n'y a pas d'entretien professionnel, si vous passez un dossier en promotion interne, vous avez potentiellement déjà 30 points en moins. Voilà. Les critères, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est renégocié avec le représentant du personnel, avec les collèges des employeurs. On va le faire là après les élections professionnelles. On peut le faire évoluer, à partir de quelque chose, on nous met de mettre en place les critères. Et c'est vrai que là, dans cette de promotion interne que je fais, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, qu'un poste ouvert, et qu'à l'issue des critères qui sont objectifs, vous avez un agent qui a 80 points, ça veut dire que déjà, tous ceux qui ont moins de 65, ils ne peuvent pas passer, puisque même le rapport de l'autorité territoriale ne permettra pas de passer devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, ça se joue plutôt à des critères qui sont objectifs. Est-ce que l'agent est parti en formation? Est-ce que l'agent a essayé de passer des concours? Est-ce que l'agent a essayé de poursuivre cela? Alors, on peut contester ces critères, on peut les trouver, mais en tout cas, c'est les critères qui existent et qui sont négociés avec les partenaires au niveau des représentants du personnel. Donc, c'est important de les avoir et aussi de les communiquer le cas échéant à l'agent. Et quand on est un petit peu malin, si je suis promouvable dans 2 ans, je vais peut-être faire un peu plus de formation que d'habitude. Pour expliquer des points, ouais, dire comme ça, c'est des trucs. Je vais tenter un concours. Je vais tenter un concours. Oui. Pendant 3 semaines. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même savoir sur quoi on est jugé. Donc, ça c'est important. L'autre point sur lequel j'insisterai pour ma part, mais ça on leur dira à chaque fois, attention au délai de transmission. On a des dossiers qui arrivent par petits bouts. Voilà, je vous envoie déjà ça. En fait, j'avais oublié qu'il y avait une attestation de stage. J'ai oublié que l'agent était aussi cela. On prend aujourd'hui, demain, je ne suis pas sûr qu'on prenne. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous est arrivé quasiment la veille de recevoir des documents. Et ensuite, on pourrait se dire que si je fais une comparaison avec les marchés publics, si je ne respecte pas les délais, finalement, je crée un préjudice par rapport à l'agent ou la collectivité qui a fait l'effort de respecter les délais. Nous, on met une date limite. On a, entre guillemets, un délai où on comprend. Mais un jour, parce qu'il y a de plus en plus de retours là-dessus. Donc, si je ne sais pas, je vous dis, les dossiers doivent arriver le 15 juillet, et que la personne qui est promue a remis son dossier le 1er septembre et que moi je l'ai accepté. La personne lésée qui a remis ses éléments dans les délais pourrait très bien faire un trou. Et on a de plus en plus de contentieux sur les promotions internes. On a de plus en plus de contentieux sur les listes d'aptitude. On a de plus en plus de contentieux sur les concours. Ça arrive de plus en plus. Pour l'instant, on est tolérant. Enfin, surtout alors, moi je suis beaucoup moins, mais je vais la remercier. C'est que ça. Voilà, et même c'est nous qui, oui, effectivement, relançons en disant, mais est-ce que l'agent a bien fait ses formations? Oui, je le dis plus moi, etc. Après, là aussi, il ne faut pas que l'agent promouvable soit passif non plus. C'est aussi à l'agent aussi d'être actif et de savoir sur quoi il va être évalué. Donc, on va vous donner le cas échéant, s'il change, les nouveaux critères d'appréciation des promotions internes. Alors ensuite, je vous ai mis quelques petites statistiques. Donc, pour cette année, nous avons reçu 97 dossiers complets, parce qu'on en reçoit aussi incomplets ou dans lesquels les agents ne remplissent pas les conditions. Il faut les étudier quand même. Donc, en catégorie A, vous voyez qu'il y avait 16 dossiers pour 3 postes. On était contents, il y avait 3 postes cette année. Exceptionnel. Ouais. Ingénieur, 4 dossiers, 2 postes. Et le plus gros du travail, tous les ans, c'est les rédacteurs.
Tous les ans, on a un très gros nombre de dossiers de rédacteurs pour, là, cette année, encore une fois, on a eu de la chance pour 3 postes. En 2021, un poste en rédacteur. Ouais. Oui, parce qu'on essaye de répartir aussi, parce que là, en fait, pour cette année, si on regarde les statistiques de cette année, rédacteur 3 postes, rédacteur principal 1 poste, donc ça nous faisait 4 postes possibles pour le cadre d'emploi des rédacteurs. Et d'habitude, ça se passe en CAP, mais il n'y a plus de CAP pour discuter de ça. Ça fait plus partie des domaines de compétences. Mais les représentants choisissaient généralement de répartir les postes en fonction du nombre de dossiers reçus avec la personne qui a réussi l'examen professionnel de rédacteur principal de 2e classe. Donc là, comme nous avions reçu un dossier avec la personne avec examen, Monsieur le Président a opté pour répartir un poste sur ce grade-là et les 3 autres sur le grade de rédacteur. Et puis je ne vais pas vous faire le détail, hein, c'est juste un titre indicatif. Vous voyez que ça fait quand même peu. Que ça fait peu. Mais voilà, on n'a pas le choix et on se sent parfois bien seul face à des dossiers parce que on voudrait faire plaisir à tout le monde, mais on ne peut pas. Donc après, on se prend 15 jours de... Pas d'insultes. Ouais, mais bon, pendant 2-3 semaines, on reçoit... Des doléances. On reçoit beaucoup d'appels. Je peux comprendre, mais voilà, on n'a pas le choix. Hein, on est obligé de le faire. Juste à titre comparatif, là, donc en 2022, 97 dossiers complets. Si vous faites le calcul en 2021, il n'y en a eu que 65. Pourquoi? Parce que toutes les collectivités n'avaient pas passé leur LDG. Donc on refusait systématiquement les dossiers vu que les lignes directrices de gestion n'étaient pas établies. Et là encore, c'est vrai que je disais tout à l'heure par rapport à la responsabilité de l'employeur, c'est-à-dire que si l'employeur omet de faire des LDG, omet un entretien professionnel et que ça crée un préjudice pour l'agent, l'agent peut se retourner contre son employeur en disant « par votre omission, volontaire ou non, vous m'avez privé d'une chance sérieuse d'être promu, je peux porter un recours ». Vous pouvez faire le rapport peut être fait en commun avec tous les maires. Donc ça fait 2 documents en moins, mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois fournir les entretiens professionnels. Mais si vous avez déjà déposé un dossier une fois, les années suivantes, si les critères ne changent pas, vous actualisez votre dossier avec les derniers documents que vous avez, si vous avez passé une formation dans l'année ou quoi que ce soit. Mais sinon, on reprend ce qui a été donné l'année passée. En fait, si vous êtes sur une liste d'année en année, s'il y avait 3 postes et que vous étiez 4e, vous avez de grandes chances l'année prochaine de passer, quoi. Par contre, si vous êtes en bas de la liste, ouais, c'est presque une liste d'attente hein, qu'on fait. On en est là, donc on vous dit pas que... c'est vrai, faudrait y penser. Mais voilà, je vous dis pas que c'est une situation qui est... Sur un autre sujet où je suis intervenu mercredi, j'ai rappelé que j'étais juriste et pas législateur. Il y a des textes qui s'imposent. Voilà. On a aussi nos parlementaires pour faire remonter. Je vous dis, moi aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de quota que je voudrais qu'il puisse au moins être évoqué. Mais pour l'instant, c'est bon, comme je vous dis, d'une part, ne pas augmenter la dépense publique. Et puis d'autre part, le législateur, quand on a interpellé le ministère, a rappelé que la norme, c'était le concours et pas la promotion interne, que la promotion interne reste l'exception et que, eu égard à ce que je vous disais quand on a évoqué les contractuels, au principe de libre accès des citoyens aux charges publiques, c'est le concours qui est le mieux à même de garantir ça et que la promotion interne devait rester l'exception et pas la norme. C'est les réponses qui nous ont été faites en tout cas. Mais ça n'aide pas l'attractivité pour recruter des agents. Hein. Est-ce que vous avez des agents très bons mais qui n'y arrivent pas à leur concours? Ça, j'en connais. Hein. Vous avez des bêtes de concours qui... Voilà. Voilà, je connais personnellement hein, oui, des gens comme ça, mais c'est le concours qui est actuellement la norme et moins la valeur professionnelle. Et on espère que les mentalités vont évoluer
Mais pour l'instant, pas au niveau du ministère en tout cas. Et les dossiers qui doivent être proposés aussi en promotion interne sont des dossiers qui, pour lesquels les agents sont méritants, bien évidemment, pour lesquels il y a un poste à responsabilité supérieure derrière. C'est plus comme avant, on a déjà vu il y a certaines années où bah tiens, ma secrétaire, elle part bientôt en retraite, pour la récompenser, je vais passer son dossier en promotion interne. Ça sert à rien de passer un dossier 6 mois avant la date de retraite. Faut voir le futur en fait, faut voir ce qui attend derrière, et ça sert à rien non plus de proposer 5 dossiers de la même collectivité pour un grade, quoi. Les gens n'ont pas le temps de le passer. Après, certains veulent passer, sachant que l'agent ne passera pas pour dire c'est pas moi qui n'ai pas voulu, c'est son de gestion. Oui. Bon, j'assume, il n'y a pas de souci. Hein. Parfois, on a des dossiers, bon, on vous le présente, mais ça m'arrangerait que vous le refusiez. Ah non, il ne faut pas présenter le dossier. On ne peut pas l'en empêcher, mais non, mais on a ça tous les ans, donc à chaque fois, c'est un gros travail qu'on a à faire, ne serait-ce que pour récupérer des éléments. Ça prend énormément de temps de collecter tous les dossiers, de les étudier, de les classer, de faire les choses bien. On essaye en tout cas. On essaye, ouais. Voilà. Ben, merci à toutes et merci à tous. Merci.